Bonjour à tous, déjà merci d'être venus si nombreux pour cette conférence. J'ai essayé de vous montrer ce qu'on peut faire avec Istio et qu'il va normalement vous aider dans vos tâches de développement et d'opération de tous les jours. Un élément important, c'est que notre monde change. Alors c'est bête, mais je mets ce slide sur toutes mes présentations à peu près parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau truc. Ça change parce qu'on passe d'un modèle qui est monolithique, on entend ce mot à toutes les sauces. J'ai par le passé développé même des applications qui hoster leur propre database in-memory. Donc on avait vraiment tout au sein de la même app. Et grâce à Docker, il y a quelques années, on est passé d'une version beaucoup plus simple de nos applications parce qu'on a cassé ces fameux monolithes. À noter que cet élément-là, c'est la nature qui l'a créé, c'est pas l'homme. Donc comme quoi des choses assez belles arrivent encore à sortir de la nature. Et casser des monolithes comme ça amène plein de problématiques. On le voit chez les gros du domaine. Netflix, par exemple, si on fait une topologie des microservices, ça devient illisible. Amazon, de la même manière, je vais avoir déjà des problèmes avec le slide, Amazon, de la même manière, c'est juste aberrant de vouloir représenter la topologie des services au sein d'Amazon, que ce soit la partie client ou web service. Et gérer ça en prod, en plus, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais on a eu des solutions. La première, c'est Kubernetes, qui est arrivé, mais qui n'a pas solvé tous les problèmes. Kubernetes, c'est un service orchestrateur qui va nous aider à gérer nos conteneurs, mais malheureusement, il a besoin d'un peu d'aide, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec Istio. Alors pour ma part, j'ai eu une introduction, donc je vais faire assez court. Kevin, je suis fan de code. J'adore ça, je code tous les jours et ça en déprime certains. Je suis GDE sur la partie Google Cloud, donc si vous êtes intéressé par Google Cloud, n'hésitez pas à venir échanger, à avoir des retours. S'il y a des trucs qui ne vous plaisent pas sur la plateforme, je peux aider. Je développe majoritairement dans de l'open source avec ces stacks techniques-là. C'est vraiment ce que j'utilise tous les jours et les démos vont être faites avec ça. Et comme évoqué tout à l'heure, je suis CTO de Stack Labs, une boîte de services sur Toulouse. En fait, c'est juste des devs qui ont se rencontrés dans des meet-up. On en avait marre d'être chacun dans nos boîtes. On s'est dit, on va se réunir, on va faire une boîte de pointe où on va s'amuser. Donc, techniquement, on fait du dev pour des clients sur des choses très avancées. Et à côté de ça, on prend un jour par semaine pour faire de la veille, payé. Et on s'éclate comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. Si vous avez envie de nous rejoindre ou de travailler avec nous, faites-nous signe. Les mots en question, conteneur, Docker, Kubernetes. À noter, Kubernetes a 5 ans aujourd'hui, donc bon anniversaire Kube. Le cloud, Istio, toutes ces technologies sont très bleues, mais c'est aussi, pour beaucoup, pas mal de buzzwords. Alors attention, je vous présente quelque chose qui parle d'Istio, qui est un service qui va vous permettre de faire des choses assez avancées. Par contre, il ne faut pas oublier, utilisez-le si vous en avez vraiment besoin. N'y allez pas parce que c'est hype, parce que vous allez potentiellement amener de nouveaux problèmes et les comprendre alors qu'on n'a pas réussi à livrer son premier cluster cube avec sa première config. Ça peut être un peu too much d'y aller sans avoir les connaissances. Donc faites attention, c'est intéressant, mais ça peut être too much. Donc Istio. Pour embobiner un peu, Istio, c'est un projet open source développé par Lyft, donc, qui est un concurrent de Uber, IBM qui a récemment racheté Red Hat, et Google, donc Google, créateur de Kubernetes. Ces trois-là se sont associés et ont mis le projet en open source à T0. Et quand je dis vraiment à T0, c'est 0.1. C'est-à-dire, à cette époque-là, il n'y a rien qui marchait. Hein. Vous prenez le truc, vous installiez les CRD quand il y en avait, vous lanciez, c'était une catastrophe. Donc le projet a pas mal évolué. La 1.0 est sortie, c'est devenu beaucoup plus stable, ça consomme en mémoire quand même. Et depuis, il y a la 1.1 qui est sortie. Donc la première version, la 1.0 était la première version production ready. La 1.1 enterprise grade ready. Donc ça amène un peu de confiance dans le produit. Et la 1.2 d'ailleurs, si je ne me trompe pas, sort le 22 juin. Donc tout ce qui a été trouvé comme problème vont être réglés dans la 1.2. Ça avance bien, mais par contre, ça reste un projet jeune. Il a 2 ans. Beaucoup de clients et de personnes que j'ai interviewées pour ce talk sont déjà sur du Istio depuis la 0.4, 0.5. Ils ont même testé des alternatives, Linkerd par exemple. Ils sont revenus sur Istio, même en version pas sèche, parce que ça répondait à des besoins que la concurrence n'avait pas. Et malgré tout, ils se sont dit, quitte à souffrir, on y va en 0.3, 4, 5. Le shift entre la 0.6, 0.7, 0.8 a fait mal parce que les noms des systèmes ont changé. Mais bon,
ils l'ont vécu, et l'avantage, c'est qu'il y en a plein qui sont passés avant vous sur Istio, donc travailler avec aujourd'hui sera un peu plus facile. Donc, pour embobiner, qu'est-ce qu'est Istio? Et donc, son but principal. J'ai pris cette phrase de la doc, je préfère la paraphraser parce qu'au final, elle représente vraiment bien ce à quoi sert Istio. C'est faire quelque chose, utiliser vos microservices dans un monde où vous allez avoir peu de couplage, vous allez les rendre fiables, parce que ça, c'est très important dans un monde où on est distribué, où le réseau est maître et où, au final, il peut y avoir des erreurs à tout endroit. Et au final, vous aider à travailler avec vos microservices. Et en plus, le faire de manière agnostique à la technologie. Et en ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez vouloir travailler dans n'importe quel langage, et on le sait, beaucoup d'entreprises ont choisi d'avoir un framework d'entreprise qui les lock dedans. C'est compliqué. Là, vous pouvez faire du Istio avec ce que vous voulez, que ce soit en termes de langage ou de framework. J'ai même des microservices qui sont 3 lignes de shell. Pourquoi aller coder une app qui démarre une JVM pour 3 lignes de shell? Pas besoin de plus. Donc au final, vous pourrez le faire avec Istio. Et pour finir, vous n'allez donc pas avoir d'adhérence à des systèmes qui sont lockés sur la JVM. Ils sont très bien, ces projets. Hein. Netflix a fait des très bonnes choses. Spring Security, j'ai même contribué dessus. C'est top. Mais si je peux le mettre ailleurs que dans mon app, c'est pas plus mal, ça ne me déplaît pas. Et l'avantage, c'est que j'ai moins de choses à coder à chaque fois que je déploie une appli. Donc, à choisir, je préfère avoir ce type de paradigme et de mettre l'infrastructure et les éléments qui ne sont pas relatifs à mon métier hors de mon app. Et vous pouvez même être agnostique à l'infrastructure. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter majoritairement du Kubernetes, mais par contre, Istio est fait et pensé pour pouvoir tourner dans différents environnements, Consul, Nomad, Docker Swarm. Ces éléments-là, techniquement, vous pouvez déployer dessus et faire fonctionner ce qu'il faut pour que Istio tourne avec ça. Vous pouvez même faire ça avec des VM. Et ça, on va le voir dans le futur. Vu que Kube peut porter des VM, vous pouvez même étendre le système d'Istio pour utiliser des VM avec. Donc vraiment, c'est très agnostique aussi de l'infra. Et donc Istio va nous amener plein de choses à tout niveau qu'on va détailler, mais le but va être d'observer nos apps, de les connecter, de contrôler ce qui se passe et de les sécuriser un peu plus. Et j'aime beaucoup ce slide parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé pour moi dans l'utilisation d'Istio dans un monde microservice, c'est qu'on a une technologie enfin qui est pensée pour être distribuée. Nos outils, quand on a notre IDE, on lance une requête qui part vers l'extérieur, notre IDE ne va pas suivre la requête. Il va rester dans son contexte de son application. Et grâce à Istio, vous allez vraiment pouvoir suivre ça au travers de tout votre cluster, de même différents clusters si vous le souhaitez, et donc pouvoir travailler de manière plus sereine quand des choses se passent de manière distribuée. Donc l'infrastructure d'Istio, c'est quelque chose qui peut laisser songeur au départ si on regarde déjà l'infrastructure de ce qu'on avait avant. Kubernetes, il gère pas mal de choses, il gère les pods, les déploiements, les nodes, les nouvelles machines qui doivent être ajoutées dans votre cluster. Donc il va vraiment gérer l'infra et tout ce qui est déploiement. Votre app, elle va recevoir des messages et elle va les traiter en fonction d'une logique métier assez simple. C'est à vous de voir, mais c'est chacun sa responsabilité. Et quand on met Istio au milieu, lui, donc nouveau buzzword, il va mettre en place un service mesh. Et il va prendre le contrôle sur le réseau. Donc quand je dis vraiment prendre le contrôle, vous allez le voir, c'est important. Et il va pouvoir mettre plein de choses en place pour vous permettre de travailler avec, de manière sereine. Mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis posé quand même des questions. Parce que, en fait, entre Istio et Kube, il y a un overlap. Techniquement, il existe, les deux projets ont été développés de manière séparée. Kube, il sait gérer des network policy, alors qu'Istio sait faire de la ségrégation de communication entre les applications. Ça revient un peu au même s'il y en a un qui est un peu plus bas niveau en termes réseau. Votre app, elle peut faire du retry, parce que si un truc pète de l'autre côté, elle va vouloir retenter. Istio fait pareil. Donc, il va être nécessaire de réfléchir quand on va mettre en place une logique de retry, de policy et autres, et savoir sur qui la configurer pour que chacun fasse la bonne chose et que vous ne vous retrouviez pas avec un retry dans votre app et dans Istio, parce que sinon vous allez un peu surcharger votre cluster. En termes de logique d'organisation et d'infrastructure d'Istio,
c'est un système de microservices, donc Istio est développé tel quel. Il y a le data plane. Data plane, c'est un proxy qui va être injecté à côté de chacun de vos services. Donc si on prend ici une app en Micronaut Kotlin, cette app, elle a un proxy, donc vous allez le déployer, dire juste je déploie cette appli. En fait, ça va déployer un proxy à côté, et toute communication entre l'app et l'extérieur ne passera que par le proxy. Il y a une réécriture d'IP table qui fait qu'il n'y a que par là que ça peut communiquer. Et quand vous allez donc, une appli va vouloir communiquer avec une autre, et ben donc elle va appeler un autre proxy et communiquer, donc là c'est du Python Flask, et communiquer à travers les proxys. Et ça à l'intérieur de tout le cluster. Il n'y aura plus de communication, si on passe dans un monde full Istio, il n'y aura plus de communication autre. Ce sera que du proxy à proxy. Et c'est en ça que la prise de contrôle du réseau va être très intéressante. Donc ça, c'est la data plane, et il y a le control plane. Comme vous l'avez dans Cube, un Cube système, bah là, il y a un Istio système qui va contenir des éléments, je vous évoque les 3 principaux. Le pilote, c'est celui qui va recevoir toutes les instructions de topologie et de redirection réseau. C'est-à-dire, telle appli a le droit de communiquer avec telle autre, c'est le pilote qui va le savoir et qui va forwarder cette information à tous les proxys. Donc au final, c'est vraiment le cœur du fonctionnement de la configuration. Le mixeur, lui, va être interrogé par les proxys qui ont la configuration que le pilote leur a envoyée au coup d'avant, et il va lui demander « est-ce que j'ai le droit maintenant d'interroger tel autre ?» Je peux ne pas avoir le droit parce qu'il y a des limites de quota, parce qu'il y a des limites de sécurité plus ou moins, ou d'autres ségrégations que vous allez vouloir mettre en place. Donc lui, il va redemander à chaque fois au mixeur « est-ce que j'ai le droit de le faire, oui ou non ?» Et en même temps, il va envoyer de la télémétrie. Donc, est-ce que les appels ont été rapides, savoir la latence, le nombre d'appels secondes, et ce genre de choses. Et comme ça, donc c'est des protocoles assez bas niveau avec du gRPC, donc tout en binaire, il va envoyer un max d'informations pour que vous puissiez les récupérer. Et ensuite, le dernier, Citadel, qui va vous permettre d'augmenter le niveau de sécurité au sein de votre cluster. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans un cluster qui est chez vous ou sur le cloud qu'il ne faut pas sécuriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, grâce à Citadel, vous allez sécuriser les communications, on le verra un peu plus tard. Et donc, quand on passe du modèle non Istio à Istio, en fait, avant, on n'avait que le service A et le service B qui sont là-haut. Et maintenant, Istio, ça va rajouter tout ça. Alors oui, ça fait beaucoup de choses. Mais, de ce fait, c'est été pensé pour être résilient. Donc, s'il y a un système, des éléments qui part en cahuète ou qui meurt, vous pouvez le tuer si vous voulez. Le système doit continuer à vivre de manière cohérente, parce qu'ils sont dans un monde distribué aussi. Donc ça va vraiment être la topologie. Techniquement, vous n'allez quasiment jamais l'adresser, mais quand il y aura des bugs, c'est pas mal de le savoir. Et donc, grâce à ces éléments-là, on va pouvoir suivre les différents éléments que je vous évoquais tout à l'heure. On va commencer par l'observabilité, qui est mon favori, je pense. Ça va vous permettre de mettre en place un système avec différents applis. Donc, c'est des applis open source, Jaeger, Kiali, Grafana et Zipkin. Tout ça va être déployé au sein de votre cluster. Ce sont des applis que vous déployez dans votre infra, donc il va falloir les prendre en compte. Si je vous prends un exemple assez simple, là c'est du code Kotlin, mais on fait du réactif. Pas tout le monde est super à l'aise avec les flux réactifs. Donc si on regarde, la seule différence entre ces deux éléments, c'est ça. Et certains vont pas voir en code review que tiens, j'ai créé à ce niveau-là un goulot d'étranglement parce que j'ai fait que les appels sont séquentiels. Je vous ai mis la réponse. Mais par contre, là, c'est en parallèle. Comment je peux le voir? Ça va marcher en prod quand j'aurai livré. Mais par contre, il y aura quelque chose qui va te dire tu fais que tes requêtes de manière séquentielle. Là, grâce à Jaeger, et donc Istio qui crée tout ça, vous allez voir que vos appels, ils vont être tout le temps séquentiels. Et ça va être super pratique pour débugger votre système et l'optimiser. Alors que sur le deuxième appel, là, on voit qu'on est parallèle. Alors, c'est à la milliseconde, donc c'est un peu en décalé. Mais vous allez avoir quelque chose qui potentiellement va être optimisable. Kiali, on va le voir dans les démos aussi, va être un dashboard complet, c'est un projet Red Hat, qui va vous permettre de suivre tous vos workloads, tous les éléments présents dans votre cluster, qui communique avec qui, comment, de manière animée, avec des liens. C'est franchement... Quand vous êtes on-prem, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant pour suivre et il offre une alternative à tout ce que les cloud providers peuvent vous amener. Quand vous êtes on-prem, vous ne l'avez pas forcément.
Vraiment, un projet à suivre et qui évolue bien et qui est installé de base dans le mode démo, dans Istio en 1.1. Et le dernier élément, c'est Grafana. Moi, je me bats pour que les ops aient un dashboard, un écran fixé et avec tout le temps les données de Grafana. Là, vous voyez, il y a une chute. J'ai tué un pod. Il n'y avait pas de pod de backup. Le système doit m'alerter, me dire là, tu as des erreurs 500. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir tout monitorer, suivre clairement, de manière efficace et savoir dès qu'il y a un problème en prod. Parce que s'il faut aller fouiller dans des logs tous les 4 matins pour savoir ce qui se passe, moi, ça ne me réjouit pas et généralement, on voit les trucs un peu trop tard. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant quand vous déployez avec Istio. Ça vous permet de travailler de manière sereine, encore une fois. Tout ça vient gratuitement, tous ces projets sont open source, mais par contre, n'oubliez pas, ce sont des projets qui utilisent de la data, donc de ce fait, on sait que gérer de la data dans un cluster cube, c'est un peu compliqué. Donc soit vous configurez correctement les applis pour faire de la rétention de data sur des volumes montés, ce genre de choses, soit vous choisissez de la perdre au bout d'un certain temps. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, vous déployez des applis qui jouent avec un state. Donc là, on observe nos applications, c'est top. Maintenant, on va les connecter. Pour les connecter, c'est du YAML. Voilà. Et désolé, c'est encore plus de YAML. Il y en a, j'ai mis ce smiley là parce qu'il y en a qui aiment maintenant. J'appelle ça un syndrome de Stockholm. Ce YAML là, on s'y habitue, mais c'est quand même compliqué. Alors je vais vous montrer quatre éléments, les 4 éléments principaux si vous démarrez avec Istio. Il y a une définition, la définition de la doc, encore une fois. Moi j'aime bien ma définition qui me permet de la comprendre surtout. Le virtual service, c'est la configuration de quand une requête part d'un proxy. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir dire quand ça sort d'un proxy, qu'est-ce que je fais? Et le pendant de virtual service, c'est la destination rule. Qu'est-ce que je fais quand ça rentre dans un proxy? Et grâce à ces 2 éléments, on va pouvoir connecter les éléments entre eux. Ensuite, il y a le service entry, parce que pas tout est dans votre cluster. Des fois, vous avez des applis développées par des tiers qui sont peut-être pas encore prêtes, qui sont ailleurs. Vous allez pouvoir les déclarer au sein de votre cluster, comme si elles étaient à l'intérieur, mais en fait, elles tournent à l'extérieur. Donc là, par exemple, l'API GitHub, je dis ça tourne dehors, elle est en TLS, et à l'intérieur de mon cluster, je peux utiliser les mêmes systèmes et les mêmes logiques d'entrée-sortie que si c'était une appli qui tournait à l'intérieur. Et pour finir, il y a les gateways. Je vous parle d'observabilité depuis tout à l'heure pour connecter vos apps, mais ce serait bien d'avoir le flux complet de votre application à l'intérieur de votre cluster ou même des différents clusters. Les gateways, elles vont permettre, donc ça va être juste un proxy qui va être déployé, ce coup-ci il va être seul, et il va recevoir, c'est lui qui aura une IP externe, et il va recevoir le trafic, mettre ce qu'il faut dans des headers et forwarder le trafic à l'intérieur de votre cluster. Et il y en a même un pour la sortie qui permet de sortir par un unique point au sein de votre cluster. Très pratique quand la sécurité vous dit on fait du filtrage IP, ce qui est une bêtise, on fait du filtrage IP, là vous pouvez mettre votre egress sur une machine qui, si elle tombe, vous n'avez plus de sortie, mais par contre qui aura toujours la même IP. Et si on met les 2 éléments importants pour la communication face à face, vous voyez, le lien, il se fait au niveau des hosts. Ça permet de dire, tout ce qui vient de celui-ci va vers celui-ci. Et on joue avec les subsets, on va voir pourquoi. Donc là, ce sont les éléments pour les connecter. Et maintenant, on va contrôler tout ça. Vous allez beau avoir un maillage complexe, velu, avec plein de services, techniquement, vous avez déjà tous vu, à 2 slides avant, la totalité des éléments pour connecter vos services entre eux. Parce qu'en fait, tout est là. Alors, on peut se dire c'est du YAML, c'est bien caché. Ouais, c'est bien caché. Là, il y a juste un paramètre qui est par défaut, qui est le match. En fait, en l'état, ça match tout. Et de ce fait, si ça match tout, tout passe de l'un vers l'autre. Et on va voir que tous les paramétrages qu'il y a sur les virtual services et sur les destination rules vont vous permettre de faire des choses extrêmement évoluées pour ce que j'évoque être le pass to production. C'est-à-dire réussir à livrer une application sans jamais avoir de downtime. Et c'est là où je fais les démos et où j'implore les dieux de la démo. Donc la première des choses à utiliser, moi j'adore cette fonctionnalité, c'est l'une des seules fonctionnalités pour lesquelles je suis passé avec Istio chez mes différents clients. C'est le traffic mirroring. J'ai une appli, je veux la livrer, et le problème c'est que l'AQA, quand ils font des tests, ils ne font pas les tests de la prod. Moi j'aime bien tester en prod,
mais j'aime pas que mes utilisateurs soient mes testeurs. Et grâce au traffic mirroring, en fait, je vais juste dire tout ce qui vient de la version standard, tu le mirrors sur une deuxième version. Ne faites pas ça si vos applis, ici, là, si cette appli, elle stocke quelque chose en BDD, hein, parce que vous allez stocker 2 fois. C'est gros bordel. Mais si vous avez pris en compte cette particularité, vous allez pouvoir donc tester avec le trafic de prod vos applications dans votre cluster. Et donc s'assurer que ça marche, parce qu'il n'y a rien de pire que j'ai fait mes 5 environnements de test avec des QA de malades, mais par contre j'ai livré sa plante au démarrage. Et à un moment, c'est dommage. Donc pour faire ça, je vais vous montrer en démo avec Kiali, et j'espère que je n'ai pas perdu le réseau. Donc là, on voit sur la partie gauche chez moi, vous aussi, vous avez la topologie donc Kiali qui présente le cluster. Donc je suis désolé, le zoom est mal géré dans Kiali. Vous voyez la V1 et la V2. Donc on va activer l'affichage de toutes les versions. Hop, trafic, unused. Voilà, vous voyez qu'il y a la V1 et la V2. Donc là, on va faire un cube, hop, sur le majuscule, cube apply UI V2. Et je vais faire mirroring. Donc là, je vais appliquer mes différents YAML. Je ne vous les présente pas, hein, sinon ça peut être long. Et grâce à ça, alors ça va se rafraîchir toutes les 5 secondes, s'il te plaît. Hop, désolé, loupé. Je peux pas moins. On va commencer à voir le trafic qui va arriver de V1 à V2. Je vais rafraîchir pour le forcer. Allez. Et voilà. Désolé, il y a de la latence parce qu'en fait, il prend les stats de la dernière minute, donc le temps que ça remonte, forcément, il y a un petit peu de latence. Et donc là, on voit, je vais faire un peu de zoom, on voit que UI va vers V1 et interroge search, et V2 le fait aussi. Je vais vous afficher le nombre de requests par seconde. Désolé pour les mouvements. Hop. Et on voit qu'il y a les deux qui interrogent en parallèle. Hop, on change d'écran, désolé. Donc là, c'est mes slides de backup au cas où. Donc ça, vous avez livré, c'est bon. Il y a du mirroring. Vous pouvez, grâce à ça, suivre dans Grafana. Il y a des dashboards qui sont générés automatiquement pour la nouvelle version que vous venez de livrer. Vous allez suivre l'état. Est-ce qu'il y a des erreurs 500? Est-ce que le truc consomme trop de mémoire? Qu'est-ce qui se passe? Tout se passe bien? On avance. Et à partir de là, on va pouvoir faire du canary deployment. Le canary, ça va être le fait de dire, bon, telle version, elle est déployée. J'ai ma V2 qui est déployée, mais au lieu de simplement faire du mirroring, je vais aussi dire, si tu m'envoies un header spécifique, donc toi, client, je te permets d'atteindre la nouvelle version, tu vas atteindre ma nouvelle appli. Et donc grâce à ça, on va pouvoir tester, mais sur un cas que l'on gère et non aléatoire, on va pouvoir gérer le trafic vers cette version de l'application. Et ça va se faire aussi simplement que, hop, V2, donc Canary. Et là, plutôt que de... Vous voyez en haut, vous avez la version UI V1, V1. Donc là, l'application, c'est un curl hein, qui est en boucle. On le voit. Là, je vais faire la même requête, mais sauf que je vais rajouter la version bêta. Et là, on voit que UI, je l'attaque en V2. À partir de là, donc je fais pas mal de requêtes. Vous imaginez bien qu'on va commencer à avoir du trafic arriver directement sur V2, mais avec la latence, on le verra quand je vous présenterai l'élément suivant. Donc là, de la même manière, avec un simple header, je vais pouvoir router le trafic à ma guise sur n'importe quel élément dans le cluster. C'est vraiment très simple et vous pouvez aller très loin. Là, je fais d'une app à une app, mais je peux me limiter à des schemes, à des URI, à des passes. Il m'est arrivé de développer une app juste pour un pass, pour pouvoir tester ce qui se passe, pour faire du mirroring aussi d'ailleurs, et voir ce que reçoit l'autre application, loguer différemment et faire des choses très évoluées. Donc, ne vous limitez pas, il y a plein d'éléments là-dessus, ça vous permet très facilement de suivre ce qui se passe dans votre cluster au niveau réseau. Et on peut même aller encore plus loin sur des choses qui peuvent être moches des fois, mais c'est que les cloud providers, ils vous fournissent l'IP d'entrée, l'IP de celui qui a appelé. Et potentiellement, si un client, ce qui m'est arrivé, m'appelle en me disant « Je voudrais avoir ce trafic, avoir la nouvelle version, mais je ne suis pas en capacité de redéployer ma nouvelle version avec le header qui va bien avant 3 mois. Est-ce qu'on pourrait faire un truc en amont ?» Oui, donnez-moi votre IP, moi je l'ai, je
configure les choses et donc je vais router vers la nouvelle version. Donc on peut même géolocaliser, alors, avec des grosses guillemets, une requête pour la faire atteindre une nouvelle version. Donc, ça peut être violent et c'est pas très conseillé, mais au moins ça permet de se sortir de certaines situations. Et ensuite, quand notre appli tourne et qu'on a réussi à faire tout ça, on va pouvoir faire du traffic splitting. Là, c'est assez simple, c'est de dire, de manière aléatoire, je vais envoyer 10% du trafic sur la nouvelle et 90% sur l'ancienne. Et encore une fois, ça se fait juste avec du YAML, que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, hop, le zoom ne marche pas. Voilà, vous voyez en tout petit que la V2 reçoit le trafic du coup d'avant. Et donc là, on a toujours V2. Et donc maintenant, si je fais le traffic splitting, hop, UI.V2 trafic. Donc là, vous allez voir que de suite ici, ça va passer en V1. Et après, il va y avoir une alternance V1, V2. Alors, il faut les attraper. Il y en a 4 visibles. Mais des fois, ça va passer. J'ai mis 90-10, donc forcément, on va voir beaucoup moins de fois. La V2 vient de passer. Si je fais un vim du traffic splitting, je cherche wait. Et là, je vais dire, on va passer la V2 à 90% et la V1 à 10%. Je sauvegarde et bien sûr en faisant un fail à 10%. Échappe avec la touch bar, c'est pas simple. 2 fois, c'est mieux. Ouais, non, ce sera pas bien non plus. Hop, c'est bon, échappe. J'ai un vrai problème avec échappe en fait. WQ. Et j'espère qu'il l'aura appliqué. Hop, il l'a mis, changé. Et donc là, on va voir beaucoup plus souvent la V2. Et alors, il faut me faire confiance au niveau du zoom encore, mais on va voir que ces éléments-là vont beaucoup plus être reflétés. C'est laborieux. Et c'est sur la dernière minute, mais de la V1 à la V2, il va y avoir vraiment un split de trafic. Et ça, encore une fois, sans avoir touché aux apps, sans avoir touché à un élément, si ce n'est du YAML. Et tout est redéployé à la volée. Donc c'est vraiment très simple, hormis si on manipule mal Vim. Encore une fois, vous suivez vos applis, vous vérifiez que tout fonctionne. Il y a même des produits maintenant, Flagger, qui va vous faire automatiquement le trafic de l'un à l'autre en fonction de l'analyse des logs et des erreurs. Donc là, je l'ai fait à la main, mais on pourrait très bien avoir un service en lui disant tu as 24 heures pour mettre à jour la nouvelle version, et qui va le déployer en faisant il n'y a pas eu d'erreur pendant 1 heure, ok, je te rajoute 10%, 10%, 10%. Et là, donc, on se retrouve à la fin avec le Graal qui est la version à 0% sur la V1 et 100% sur la V2, sans avoir jamais éteint la V1. Et d'ailleurs, là, si je peux vous montrer, j'ai K9S qui montre les services. Donc, il y a la V1, il y a la V2, il y a Search. Et au final, vous voyez le uptime des éléments. Donc là, on est à 4 heures. J'en ai éteint aucun. Tous tournés à tout instant. Donc, ça m'assure de ne jamais perdre de trafic, puisque c'est les proxys qui vont simplement router en fonction de la conf qu'ils ont à un instant T. Donc, on ne doit pas perdre de trafic grâce à ça. Et pas perdre de trafic, pour moi, c'est le uptime absolu. Donc, on livre sans problème. Après, il faut que vous ayez ce besoin. Et ensuite, être résilient, c'est important aussi d'être résilient tout le temps, pas que lors d'une livraison. Et pour ça, vous avez plein de choses dans Istio. Donc, tout d'abord, on va essayer de prévenir les erreurs. Parce que les erreurs, il peut y en avoir dans un monde distribué avec plein de réseaux partout. Donc déjà, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le retry. Vous avez vos applications, il y a un service qui n'est pas très fiable, je veux que tu retestes 3 fois. Là, vous allez pouvoir le mettre dans le virtual service. Vous allez dire, même avec un timeout et des back-off pour éviter de surcharger les services distants. Et vous allez pouvoir dire ça dans votre infra plutôt que dans votre app. Dans votre app, c'est une horreur à tester au passage. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que votre appli va demander au proxy de faire la requête se fait, elle échoue la première fois. Votre appli, elle ne le sait même pas à ce moment-là. Le proxy refait l'appel, ça fail encore, elle ne le sait toujours pas, et après, la troisième s'exécute, et là, votre appli a reçu la réponse. Donc, en termes de log, il faut suivre à la fois les logs de votre app et du proxy, si vous voulez savoir quand il y a des fails, mais techniquement, votre app n'a jamais su que le système avait planté.
Ensuite, le rate limiting. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant quand vous avez des apps qui ne sont pas capables d'encaisser la charge. On prend des applis legacy qu'on met dans un cluster cube parce qu'il faut que ça tourne dans le cube et après on se mord les doigts. Là, vous allez même pouvoir, alors j'ai été extrêmement violent sur les paramétrages, mais vous allez pouvoir dire je n'accepte qu'une seule requête à la fois sur cette application. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une appli va demander un appel, c'est le proxy qui va le faire. Si cet appel il y a un appel en cours et qu'un deuxième est effectué, il est automatiquement en erreur. Résultat des courses, votre deuxième application n'a pas eu ce qu'elle voulait, mais au moins votre première appli est restée. Elle répond et surtout elle évite de se faire surcharger parce qu'il n'y a rien de pire qu'une appli qui ne sait pas gérer plus de 3 requêtes par seconde dans un monde aussi distribué. Et pour aller plus loin encore avec ça, c'est le pull ejection. C'est une logique. Alors certains tiquent un peu parce qu'on est dans un monde de conteneurs où on aime bien tuer les trucs, les redémarrer. Mais il y a des fois, ça peut être coûteux. Un démarrage de pod, s'il met du temps à s'initialiser, ça peut faire mal. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir dire, bon, s'il y a une erreur sur ce pod à un instant T, alors après, encore une fois, j'ai mis des paramètres violents, mais dans une certaine time frame, tu vas ne plus interroger ce pod. Donc tu vas le mettre au frigo. Donc si on regarde le déroulement, mon appel, ça fail, et on blacklist ce pod. Tout le reste du monde continue à vivre, mais ce pod ne recevra plus de trafic. Dans des mondes où on a un garbage collector qui doit effectuer des fois du full pause parce que plus rien ne va, ou qu'il y a des jobs qui se lancent, des choses bizarres qui peuvent arriver, au lieu de le tuer et de le redémarrer, là on peut lui laisser le temps de souffler et ensuite le remettre dans le pool de pods viables pour ensuite reprendre le trafic. Ça permet d'avoir une alternative au je tue le pod, je le redémarre, surtout si vous avez des phases de démarrage qui peuvent être longues et coûteuses. Et encore une fois, grâce à ça, vous allez pouvoir conjuguer tous ces éléments entre eux et avoir quelque chose d'extrêmement fiable. Le retry, vous pouvez le mettre avec le rate limiting, ce qui fait que si ça pète parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui appelait, tu retry derrière. Et les choses vont s'ordonner pour normalement faire que vos apps aient les bonnes réponses et gérer les contraintes qu'on a évoquées. Et on peut même mettre le bordel dans notre cluster. C'est une chose que j'aime beaucoup faire parce qu'à partir du moment où on a le contrôle, on peut faire un peu n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça va même être rajouter de l'erreur dans votre cluster. Parce que moi, il y a certains bouts de code que j'écris, ça on l'écrit tous, j'ai un cache, j'ai une DB, t'interroges le cache, si tu trouves la data, tu la prends, si le cache est mort ou que tu la trouves pas, interroge la DB. Ça se teste de manière unitaire, c'est bien, mais moi, c'est en prod que je veux que je vois, ou en tout cas dans un environnement où ça run, c'est pas que sur ma machine que je veux le tester. Et des fois, il y a des systèmes de cache qui redémarrent tellement vite qu'on n'a même pas le temps de faire un round trip de requête curl que le cache est déjà vivant. Donc, faut le tester, ce genre de choses. Là, Istio va vous permettre en fait de fournir les primitives et les éléments pour injecter des erreurs là-dedans. Et on va pouvoir donc gérer du delay, donc quelque chose qui devient trop lent, tester vos timeouts, ou définir même des timeouts qui vont être globales au cluster. Fini la prise de tête de comment le timeout est géré sur chacun des frameworks et chacune des libs dans notre environnement. Et ça, sur n'importe quel endpoint, vous allez pouvoir vous faire plaisir de toute façon. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le routing, vous allez pouvoir l'utiliser ici pour définir et régler exactement et finement ce que vous voulez comme comportement. Il y a des entreprises, Netflix le fait, alors pas sur Istio, en tout cas pas à ma connaissance, où ils déploient ce type de YAML sans que les équipes de dev ou d'ops soient au courant, juste pour voir si ça tient. Alors, chez certains, chez Google, ils tuent même des machines directement, c'est plus simple. Mais là, ça vous permet donc d'injecter de l'erreur et de vérifier que le système reste cohérent et fonctionne de manière optimale. Pour finir, la sécurité. La sécurité, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui a un intérêt aujourd'hui. On l'a vu avec la présentation ce matin. Il est nécessaire de sécuriser votre cluster, mais aussi de sécuriser vos communications. Et il n'y a rien de pire, je l'ai fait et je le regrette, que de sécuriser de la communication en mutual TLS entre deux applis. Donc déjà, là, c'est en Java. On a la même techno des deux côtés, potentiellement les mêmes frameworks. Cool, on sait le faire. Mais quand on commence à être dans un monde hétérogène où il y a du Go, du JS, du Java, 3 frameworks différents qui montent des stacks de connexion réseau
différentes elles aussi. Voire même mon script bash de tout à l'heure, faire du MTLS avec curl, il faut lire de la doc, il faut faire plein de choses. Je ne veux pas avoir à gérer cet élément-là parce que ce n'est pas la valeur métier de mon appli, c'est un besoin de sécurité et la sécurité est importante, mais si elle me gêne, c'est qu'il y a un problème. Et là, Istio va vraiment vous aider. La pire des choses, je l'oublie à chaque fois, j'aime beaucoup ce slide, c'est que les devs, en dev, sur leur poste ou sur leur cluster de dev, ils désactivent le mutual TLS parce que sinon ça plante et ils ne savent pas faire la requête. Et après, ils committent et ils oublient de remettre le mutual TLS en prod. Et en ça, c'est vraiment problématique. Et avec Istio, vu qu'on a la main sur tout le cluster et sur toutes les communications réseau, on est à ça, 2 doigts d'avoir l'accès, donc 2 YAML, c'est un peu plus que 2 doigts, d'avoir l'accès au mutual TLS partout. Il suffit juste de mettre ces 2 fichiers, donc une policy et dire sur quoi la policy s'applique, donc là sur une destination rule qui contient tout le namespace. Et grâce à ça, vous allez avoir Citadel qui va pouvoir déployer sur chacun des proxys un volume monté avec un certificat. C'est bien d'avoir un certificat, mais c'est bien qu'il tourne ce certificat, parce qu'un certificat, plus il reste longtemps, plus il est faillible. Donc, Citadel va mettre à jour au fur et à mesure du temps les certificats pour que vos proxys communiquent entre eux en MTLS. La communication entre l'app et le proxy, elle reste en HTTP, je vous le conseille. De toute façon, elle est faite en localhost. Vu que c'est un sidecar, il tourne forcément dans le même pod, côte à côte. Donc là, il y a beaucoup moins de risques. Et grâce à ça, donc, vous allez être sécurisé à l'intérieur de votre cluster et vous pouvez même l'avoir en multicluster. Un autre élément sur étagère que Istio vous fournit, que j'ai sondé et qui me paraît intéressant, c'est encore une fois un truc qui me gêne en tant que développeur de devoir faire ça, parce que la gestion de l'authentification, on décode des tokens, on lit des informations qui se trouvent à des endroits pour jeter des requêtes. Elle est à peine arrivée que déjà on la dégage. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'infra qui le gère? Istio va vous le permettre avec cette fois-ci 3 YAML, où on va définir juste l'issuer. Donc si vous faites du JWT, il y a toujours un issuer, celui qui a le droit d'émettre les tokens. Donc là, vous pouvez pointer vers votre provider d'issuer, Keycloak ou ceux de Google, Facebook et autres. Vous allez déclarer ça, et ensuite vous allez juste dire sur quel service ça s'applique. Donc là, j'ai mis juste le UI service dans le namespace default. Et ensuite, c'est du Kubernetes, c'est l'équivalent des airbags, mais dans ce monde-là. Il y a un service role et service role binding. Donc le service role va permettre de dire ce que l'on peut faire. Donc là, attaquer la UI, donc le service UI sur un pass défini en get. Donc là, je définis ce qu'on peut faire. Et le service role binding, c'est qui on est. Donc comment on atteint le rôle customer? En ayant dans notre token JWT cet attribut-là. Donc si on a dans le claim le groupe customer, on aura les droits d'interroger ce qui a été défini à gauche. Donc qu'est-ce qui va se passer? Techniquement, le proxy va recevoir la requête avec le token JWT dans la partie bearer. Il va le décoder. Yes, il y a customer. Je laisse passer la requête, c'est géré. Sinon, je vois que c'est Anonymous ou autre chose. Là, donc, je bloque le trafic. Je n'ai même pas interrogé l'app sous-jacente. Donc ça devient très simple à gérer. Alors il y a un petit défaut, je ne sais pas si ça a été réglé dans la 1.1, c'est qu'il répondait en mode texte, plain text. Donc c'est un peu chiant quand on fait du JSON à peu près partout. On s'attend au moins à une structure JSON. Mais bon, le code HTTP est cohérent par rapport à l'erreur, ça nous permet de gérer les cas. Et donc ça, très facilement, on a sécurisé en termes d'authentification. Donc c'est pas du grain fin, ça va pas descendre dans vos couches métiers, mais vous allez pouvoir faire des choses un peu plus avancées avec cette fois-ci des détails d'implémentation d'Istio. Je vous parle depuis tout à l'heure de proxy. Ce proxy, c'est Envoy, qui est un proxy codé en C++, qui est très performant et qui a un point d'extension qu'on peut définir, encore une fois, dans du YAML. C'est horrible d'écrire du Lua dans du YAML. Hein. Je vais ouvrir un meet-up juste pour qu'on échange là-dessus. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir... Donc là, c'est le Hello World sur ce type de choses. Mais vous allez pouvoir écrire du Lua qui va lire les requêtes HTTP et pouvoir les altérer. Et quand je dis altérer, nous, une des étapes qu'on a, c'est de sortir le token JWT, trouver le groupe ou le claim qui nous va bien, le remettre dans un autre header en clair et le forwarder à l'application.
Et résultat des courses, en faisant ça, on a quelque chose qui va nous permettre de rendre agnostiques nos applications de la méthode d'authentification. Demain, si la méthode d'authent, c'est autre chose que du JWT, eh ben on s'en fout. À partir du moment où tu m'as passé le contrat, c'est passe-moi le groupe, le claim qui va bien dans un header en particulier, il y a peu de chances que j'ai une adhérence à cette méthode d'authentification. Il y a plein d'autres fonctionnalités dans Istio. Une qui, pour moi, a de la valeur, c'est le Mesh Expansion, parce que j'ai choisi de ne pas tout faire tourner dans mon cluster. Tout ce qui a un état peut être compliqué à gérer, même si ça s'améliore avec le temps et les opérateurs. Mais on peut aussi faire qu'une VM soit vue comme un élément du cluster. Et grâce à ça, en fait, on va prendre un envoy, l'un des proxys, on va le mettre sur la machine en question ou en frontal avec une autre machine, ça c'est au choix. Et lui va en fait fonctionner comme un élément du cluster. Donc encore une fois, on est agnostique à l'infrastructure, donc on peut déployer ça de manière beaucoup plus large. Et en plus des VM, on peut faire maintenant du multi-cluster depuis la 1.1. C'est tout neuf, hein. Déjà que Istio c'est neuf aussi. Donc à prendre avec soin, mais on arrive à la logique du multi-cluster, parce qu'il est remarqué que beaucoup publient créent des clusters un peu partout. Donc au final, maintenant, il est nécessaire d'avoir une notion multi-tenant, entre guillemets, d'Istio, et donc les control planes d'Istio vont communiquer entre eux au travers de multi-clusters. Et donc les éléments, là je vous ai décrit tout ce que pouvait faire Istio, il y en aura plein d'autres. L'élément, c'est comment on démarre. Donc dans Istio, il y a plusieurs manières de faire. Du Helm, j'aime pas trop Helm, ou du YAML. Alors avec Helm, il y a énormément de paramétrage. Vous avez... Ça, ils sont passés de 206 à 349 paramètres entre la version 1.0 et 1.1. On est en train de faire des paris au boulot sur combien il y aura de paramètres dans la 1.2. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis en termes de customisation, mais qui va demander forcément de l'investigation. Ils ont créé des profils pour améliorer les choses et pour rendre les installations un peu plus fiables. N'installez s'il vous plaît pas le mode démo, qui est celui que j'ai utilisé là, le mode démo en prod, parce que c'est pas forcément la meilleure solution. Et il y a d'autres alternatives. Une que j'aime beaucoup et je travaille avec, c'est pour ça que je vous l'évoque, c'est sur GKE, donc le Google Cloud qui fournit Kubernetes. Vous êtes déjà à une IHM de créer un cluster cube, vous êtes aussi à une checkbox d'avoir un Istio installé et géré en termes d'upgrade par Google pour vous. Donc c'est quelque chose qui peut être très pratique. Encore une fois, allez-y avec soin, parce que c'est des choses qui peuvent avoir une charge en termes CPU, en termes de latence trafic qui peut être non négligeable. Donc si vous avez besoin du pouillème de pourcentage, c'est à prendre en considération. Mais en tout cas, ça c'est une manière de rentrer dedans et d'aller et d'avoir accès à ces éléments-là de manière très pratique. Et donc il y a toute la suite de Google avec Stackdriver, vous allez pouvoir avoir des métriques dans tous les sens pour suivre les performances de vos applications au sein de la même UI. Donc plus les outils open source que je vous ai parlé tout à l'heure qui sont très bien, mais qui sont à gérer soi-même. Là, tout est géré en dehors du cluster par Google et vous avez tous les outils Stackdriver standard. Et même bientôt, donc ça a été annoncé à Cloud Next en mars, c'est le service mesh de Google qui va vous permettre d'avoir la vue topologique, donc l'équivalent de ce que je vous ai montré avec Yali, directement dans la Cloud Console, et les SRE vont pouvoir même définir des métriques en automatique depuis la console Google. Donc ça aujourd'hui c'est en mode alpha, vous pouvez vous inscrire si vous voulez pour avoir accès et le tester. Je vous remercie, j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une question. J'écoute. Merci pour la présentation. Merci. Parmi les objectifs d'Istio, c'est de réduire les dépendances entre les services. Oui. Et est-ce que la disponibilité de l'application dépend-elle de la disponibilité d'Istio? C'est-à-dire, si Istio tombe, est-ce que l'application sera indisponible? C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Tout est pensé pour que si les briques d'Istio tombent, le control plane, ça tourne encore. C'est-à-dire que les proxys ont du cache. Et donc, s'ils n'arrivent pas à communiquer avec le mixeur ou le pilote, ils vont faire avec les datas qu'ils ont à cet instant-là. Comme dans le monde cube, où si l'ADM n'est pas là, tu ne scaleras pas. Mais par contre, tu continueras à recevoir les requêtes pendant ce temps-là. Donc oui, c'est prévu pour.
Merci à vous.